Cher Maurice Koulibaly, bonjour. Bonjour, cher Ousseynou. Comment allez-vous en ce mercredi 11 novembre, date très symbolique à Madagascar? Date symbolique, disais-je, parce que c'est celui de la commémoration d'un triste anniversaire, celui de l'attentat contre les deux tours du World Trade Center à New York, qui ont quelque part marqué le début de ce 21e siècle. Je pense que c'est le véritable début de ce 21e siècle. Cette date du 11 septembre 2001, il y a 23 ans, début aussi quelque part d'une guerre de civilisation qui ne dit pas son nom, entre notamment, j'allais le dire, un Occident qui n'arrive pas à faire le départ entre un islam rassurant et un islamisme dangereux. J'aimerais bien vous écouter là-dessus. Et peut-être aussi, parce que actualité américaine toujours oblige, hier nous avons eu le premier débat, Kamala Harris, Donald Trump, peut-être que vous l'avez regardé. Voilà, je suis un peu long dans mon entrée en matière, mais je vous donne de quoi, je pense, élaborer. Toujours un vrai plaisir de vous avoir et bienvenue à nouveau. Je pense que les internautes de plus en plus nombreux étaient en attente et cette émission leur manquait, si on en croit en tout cas le buzz qu'il y a sur le YouTube de tract.sn. Donc je ne saurais faire autrement qu'inviter les gens à aller le visiter. Vous avez parlé du 11 septembre et c'est une date de triste mémoire. C'est une date après laquelle le monde n'a plus jamais été pareil. Moi, ce que je retiens de ce 11 septembre-là, au-delà de l'attaque absolument innommable, horrible, perfide dont les États-Unis ont été la victime, je, me, je dis que c'est vraiment le prétexte à toutes les théories les plus folles qui ont jamais parcouru la planète. La théorie du complot, euh, le conspirationnisme n'a jamais été aussi important qu'après les attentats du World Trade Center. Sûrement parce que dans la conscience humaine, l'horrible ne peut jamais survenir par hasard. Il est toujours le résultat de complots, de conspirations. Et l'esprit humain a besoin de ça pour pouvoir se projeter. Donc, je trouvais que oui, c'était ça le sujet. Et puis, vous avez parlé du débat hier de Kamala Harris et de Donald Trump. Je pense que le Parti démocrate fait une belle remontée parce qu'on se souvient que lors du débat entre le président sortant et Donald Trump, Joe Biden et Donald Trump, Joe Biden s'était fait un peu laminer et Donald Trump était apparu un peu superstar. Et donc, il avait un boulevard devant lui. Et c'est bien que Kamala Harris, qui était en pleine forme hier, en verte, lui a tenu la dragée haute et il a fait ce qu'il sait le mieux faire immédiatement après la fin et même pendant. C'est propager les fake news et s'engager, menacer et s'engager à faire une chasse aux sorcières juste après. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça vous a inspiré tous Oui, ces oui. événements? Alors, anecdote, mon cher Maurice. D'ailleurs, vous connaissez cette date-là, le 27 juin où a eu lieu le débat Trump-Biden, eh bien, qui a été une catastrophe effectivement pour un Biden zombifié. Eh bien, c'était ma date d'anniversaire. C'était ma Ah, date d'anniversaire, donc je bien, m'en souviens parfaitement. absolument. J'ai eu 52 ans à cette date-là. Excellent. Joyeux Écoutez, ça n'a anniversaire. pas été un bon cadeau. Ça n'a pas été un bon cadeau, ce débat Trump-Biden, parce que je vous avouerai que je supporte passablement mal le Donald. Il n'a pas manqué ce matin de dire que ça avait été son meilleur débat sur son réseau social Truth Oui. Social. Euh, on voit que voilà, il n'hésite pas, il n'en rate pas une. Plus c'est gros avec lui,
plus ça passe. Mais je crois en effet que Kamala Harris a fait un bel essai hier. Elle a eu un peu de trac quand elle est arrivée, mais elle a insisté pour serrer la main de Donald Trump, montrant ainsi, excusez-moi, que c'est lui le gamin dans la pièce. Et effectivement, elle a été solide dans ce débat-là contre Donald Trump. Mais je ne suis pas sûr, je vous avoue, que ça puisse avoir fait bouger quelque chose dans ce qu'on appelle les swing states, qui sont au nombre de 7 sur les 50 États américains, dans lesquels il faut, pour la démocrate Kamala Harris, ou pour Donald Trump remporter les électeurs pour être sûr d'avoir les grands électeurs, donc pour être sûr d'avoir la présidence dans cette élection qui finalement a un vote populaire mais se fait au suffrage indirect des grands électeurs. Voilà, parce que les 43 autres États sont totalement rouges, républicains, ou totalement, en tout cas en majorité bleue, c'est-à-dire démocrates. Je disais, je ne suis pas sûr que ça puisse avoir fait changer ce qui est un concept totalement et uniquement américain, c'est-à-dire les électeurs indépendants et donc indécis. Pourquoi je n'en suis pas sûr? Eh bien, parce que après avoir eu le très souriant premier président noir afro-descendant des États-Unis, charismatique qu'a été, comment dirais-je, Barack Obama, eh bien, les Américains ont quand même fait entrer à la Maison-Blanche Donald Trump. Donc, avec eux, il ne faut préjuger de rien, je pense, en termes de vote qui soit assez incompréhensible pour le reste du monde. Et d'ailleurs, voilà, je suis aussi dubitatif parce que avec les 36 mises en accusation que Donald Trump a eues, dont une dans laquelle il est ce qu'on appelle un convicted felon, c'est-à-dire un repris de justice, eh bien, je suis étonné quand même que dans les sondages, il soit au coude à coude avec Kamala. Donc, mon dernier mot sur cette affaire-là, ce sera de vous dire, j'espère que pour transformer le bel essai d'hier, elle aura l'opportunité de débattre encore une ou même mieux deux fois avec Donald Trump avant le scrutin fatidique du 5 novembre, qui est important non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Voilà, mais on va peut-être parler du sujet sénégalais, bien sûr, principal de notre émission Tout à Tract en abrégé TAT, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Juste rappeler quelques bonnes informations quand même, c'est que Kamala Harris est passée devant en termes de sondage et que c'est vrai qu'elle a fait paraître Donald Trump un peu plus vieux. Et Joe Biden nous l'avait presque rendu sympathique avec son naufrage la dernière fois. Et oui, passons au Sénégal avec grand plaisir. Absolument. Donc, TAT, Tout à Tract, votre émission préférée, chers tractonautes, a pour sujet ce mercredi 11 septembre, eh bien, Diomaye Sonko, la déclaration de polémique générale. Parce que c'est ça l'actualité qui nous attend d'abord pour ce jeudi, demain, où est supposé intervenir légalement. En tout cas, il en aura la possibilité à partir de demain, la dissolution de l'Assemblée nationale pour donc le vendredi, puisque c'est le vendredi que c'est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, le vendredi 13 septembre, une déclaration de polémique et de politique générale qui ne pourra pas, me semble-t-il, on le sait tous, se faire, faute de combat euh, en tout cas, je le pense très fort, cette émission que nous sommes en train de faire. Donc, voilà, je vous lance sur cette actualité-là, mais aussi, nous sommes en ce 11 septembre, 60 jours après les 100 jours du PR du président Diomaye, qui ont intervenu le 10 juillet. Que pensez-vous de la faculté qu'il a eu à tenir les engagements qu'il a pris devant les Sénégalais et interviewé en date du 10 juillet par une brochette de 6 ou 7 journalistes
en direct sur toutes les télévisions et toutes les radios du Sénégal. Je pense que le duo présidentiel qu'on a à la tête du Sénégal, le duo Diomaye Sonko, s'ils ont réussi une chose, c'est à donner du grain à moudre à leurs contempteurs. Ils ont réussi à accréditer l'idée que leurs opposants ont longtemps propagée, que ce serait un mandat pour rien. Et en tout cas, les quelques premiers mois, je suis un peu dur hein, avec eux et j'en ai bien conscience, mais c'est parce que, je n'ai pas voté, et je le rappelle, je n'ai pas voté pour Diomaye Sonko, alors même que vous avez voté pour eux, mais sur ce sujet-là, celui de leur efficacité, des résultats qu'ils ont eus, je note qu'ils n'ont fait qu'une chose qu'ils avaient promise, c'est la chasse aux sorcières. Ils ne l'ont pas appelé comme ça. Laissez-moi faire une petite parenthèse. Oui. Laissez-moi faire une petite parenthèse, cher Donc, Maurice, pour dire effectivement, j'ai donné et je conserve ma confiance en le président Diomaye, mais j'avoue effectivement qu'il y a beaucoup de tâtonnements et il y a aussi cette hypertrophie du Premier ministre Ousmane Sonko, signalée d'ailleurs par nos confrères des Amis de la Maison que sont Jeune Afrique, les journalistes de Jeune Afrique, signalaient dans leur édition d'avant-hier, il y a, oui, un hyper Premier ministre qui est Ousmane Sonko et qui, effectivement, se prévaut d'avoir annoncé ce que le président aurait dit et dira à son retour il y a quelques jours de son voyage en Chine, qui annonce aussi, alors que c'est une prérogative présidentielle, que le 12, oui, septembre, c'est-à-dire demain jeudi, l'Assemblée nationale sera dissoute par le président Diomaye. Il l'a annoncé lors d'une réunion, vraiment c'est inédit, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux à la primature il y a 7 ou 6 jours. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, en tout cas moi, en termes de soutien, je suis au milieu du gué parce que je pense que il y a effectivement, comme vous le dites, une chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom et aussi une patrimonialisation de l'État que nous avons toujours tous dénoncé dans ce pays, avec hier le ministre de la Santé qui dit, il l'a dit, même si c'est une traduction en poulard qu'il essaye de démentir aujourd'hui, il a dit que quand il reçoit un CV de demandeur d'emploi, la première chose qu'il cherche, c'est à savoir si c'est un militant de PASTEF et s'il ne l'est pas, il lui restitue son curriculum vitae. Voilà ce que je voulais dire en parenthèse et je pense aussi pour aller dans votre sens, mon cher Maurice. non, mais je pense, vous avez cette grande qualité, cher Ousseynou, d'être très lucide et d'être, en tout cas, d'avoir le souci d'objectivité, à la fois dans vos amitiés et dans vos inimitiés. Je pense que là, pour le coup, vous avez démontré à suffisance la confiance que vous aviez en ces gens-là et vous les avez soutenus, urbi et orbi. Je dois en témoigner. Je dois aussi rajouter que euh, on est totalement en phase sur le caractère envahissant de l'actuel Premier ministre. Il est envahissant et il fait de l'ombre au président à plus d'un titre. Je pense même, et c'est ça mon vrai souci, que un, il le fait à dessein, et c'est plus grave. Deux, il le fait avec l'aval du président. Le président nous a entretenu lors d'une prise de parole en face de la presse nationale de son désir de voir, de se voir succéder de voir le Premier ministre actuel lui succéder. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, de mon point de vue, de, c'est un scandale démocratique. C'est un scandale Effectivement, démocratique. cher Maurice, Oui, j'interviens, cher Maurice, pour je vous vous en prie. dire que lors de cette fameuse interview avec la presse à l'occasion des 100 jours
du régime Diomaye, Oui. le président de la République, à propos déjà de la polémique qui naissait sur la prise de parole du Premier ministre pour sa Mm. déclaration de politique générale, Mm. comme l'exige la tradition républicaine et je pense même les textes de loi, le président Diomaye avait dit, j'ai demandé la faveur d'Amanian Ndjek en Wolof, j'ai demandé à mon Premier ministre d'avoir l'amabilité de ne pas faire sa déclaration de politique générale en public, comme il le dit, et devant le peuple, mais de le faire à l'Assemblée nationale. Et ce Premier ministre a accepté de m'accorder cette faveur. Déjà, je pense en tout cas que on pouvait sonner le tocsin parce que moi, cette façon qu'a eu le président de parler de son Premier ministre à qui, normalement, il devrait donner des instructions et savoir que à partir du moment où il est président de la République, même si ne nous cachons pas que le faiseur de roi a été Sonko, que le slogan de campagne a été Diomaye Moi Sonko, Sonko Moi Diomaye, il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où vous êtes élu président de la République, il me semble que vous devez avoir ce que j'appellerais un devoir d'ingratitude, aussi bien envers vos amis que vos parents, et savoir que vous incarnez une institution de la République. Voilà ce que je voulais faire comme petite parenthèse à votre endroit et à l'endroit de ceux qui nous font l'amitié de nous regarder. Non, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Et c'est d'ailleurs là que se pose le sujet, de mon point de vue, du scandale démocratique. Le président de la République, en vertu de l'article 42 de la Constitution, est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a donc la grande responsabilité de s'assurer que toutes les institutions qui figurent dans la Constitution sont respectées et que leur dignité, au nom de la séparation des pouvoirs, qui est une théorie qui, dans notre Constitution, comme dans beaucoup de constitutions d'ailleurs, est, comment on va dire, est consacrée. Cette séparation des pouvoirs veut que l'Assemblée nationale, émanant du suffrage universel, soit respectable et respectée par le président, au même titre que la justice et au même titre que ces pouvoirs-là doivent du respect au président de la République. Or, il élève son Premier ministre qui appartient à son pouvoir exécutif et il dévalorise l'Assemblée nationale qui est issue du même type de suffrage. Ensuite, et c'est ça le problème, c'est que le Premier ministre, lui, n'est dépositaire d'aucun, d'aucune légitimité au sens constitutionnel du terme. Il n'a de Je vous légitimité, entends. il n'a de légitimité constitutionnelle que dérivée de celle du président de la République qui la lui délègue. Il est donc délégataire d'une légitimité constitutionnelle. D'où tient-il donc l'outrecuidance d'évoquer la possibilité, c'est-à-dire que quand l'Assemblée le convoque, il doit déférer. Mais il faut se rappeler que le Premier ministre n'a jamais eu de respect pour aucun pouvoir constitué. Quand la justice l'a convoqué, il n'y est pas allé. Quand, et par plusieurs fois, par deux fois en l'occurrence, il a refusé d'y aller, en disant qu'il n'irait pas. Il est parti à Ziguinchor et il a défié l'autorité de l'État par plusieurs fois. C'est ça le sujet. En réalité, et Sonko a toujours gagné ses combats. Et c'est ça sa grande force. Et il gagnera celui-là aussi. Il le gagnera. Il n'ira pas à l'Assemblée. L'Assemblée sera dissoute. Et s'ils obtiennent la majorité, ce que je n'espère pas, parce que sinon on serait totalement en autocratie, j'espère qu'ils n'auront pas la On va majorité. arriver sur ce débat-là. Voilà, mais s'il l'a gagné, il ne ferait sa déclaration de politique générale que devant une assemblée acquise à sa cause. Or, pour la clarté du Alors, débat si et vous pour voulez la bien, cohérence, je termine juste. Pour la clarté du débat et pour la cohérence, oui. ils avaient dit, pendant qu'ils étaient en campagne pour les législatives passées, qu'il n'était pas bon de confier les pleins pouvoirs à l'autorité exécutive. Ils sont aujourd'hui dans la même situation. Ils requièrent, et c'est un des nombreux, innombrables reniements, ils requièrent du peuple qu'ils fassent l'inverse de ce qu'ils avaient prôné. Voilà, à vous. Merci. Alors, c'est un sujet très intéressant
que ces législatives à venir qui vont suivre effectivement la dissolution dont vous et moi, et je pense la majorité de ceux qui nous regardent aujourd'hui, mercredi 11 septembre, sont convaincus qu'elle interviendra, cette dissolution, dès demain, jeudi, effectivement, qu'il n'y aura pas de DPG. Alors, justement, sachant que je veux dire, tout le monde, à part les enfants qui viennent de naître, savent que le scénario se déroulera ainsi et en mettant également dans la balance le limogeage de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales et le limogeage également du président Abdoulaye Daouda Diallo du Conseil économique, social et environnemental, après que, je le signale pour le rappeler, que des projets de loi pour la dissolution de ces deux institutions au motif que c'est une demande sociale de ne plus les avoir. Après donc que ces projets de loi aient été rejetés, puis, sachant que de toute façon, en envoyant ces textes de loi à l'Assemblée nationale, le chef de l'État et son Premier ministre actuel, Ousmane Sonko, savent qu'ils sont loin de disposer du volant de la majorité qui puissent voter ces lois-là. Alors, ma question, je la pose très clairement. Estimez-vous, mon cher Maurice, qu'il y a là peut-être une manière pour le président Diomaye Faye et son gouvernement, le gosse gouvernement Ousmane Sonko, de jouer avec les institutions, disons le mot. Alors, je n'aurais pas utilisé le terme jouer, mais je trouve votre question extrêmement pertinente et je crois fondamentalement que la plupart des Sénégalais se posent cette question-là. Ils se posent la question de quelle est la stratégie des nouvelles autorités? Mon point de vue, c'est qu'ils font de la politique comme on pouvait s'y attendre. Ils font de la politique simplement. Ils font de la politique ce qu'ils ont longtemps dénié aux autorités en place, qui, lorsqu'elles prenaient des mesures que la loi leur autorisait, que la loi les autorisait à prendre, ils considéraient qu'elles étaient contre les intérêts des populations. Je donne deux exemples dans lesquels ils ont démontré à suffisance qu'ils font de la politique. La question de l'appel à candidature dont on a déjà parlé et sur lequel je ne reviendrai pas. Je considère qu'ils Tout à sont fait. fondés, je considère qu'ils sont fondés à choisir leurs collaborateurs. Parce que qui veut la fin veut les moyens. Donc, il n'y a pas de souci. Simplement, et c'est ça le sujet, ils nous ont Pour assuré, préciser, vous voulez dire qu'ils font, pour oui, préciser, vous voulez dire qu'ils font dans la politique politicienne. ils font de la politique politicienne, mais plus que ça, moi je considère même que c'est une tautologie. En réalité, il n'y a que la politique. Il n'y a pas de politique politicienne. C'est, de mon point de vue, ils font de la politique et ils ont raison de faire ça parce que faire de la politique, c'est conquérir le pouvoir et le conserver. Or, le conserver, c'est user des outils, des instruments juridiques pour conduire une politique au service du peuple. Maintenant, ce Tous les que, moyens sont-ils bons? Tous les non, moyens sont-ils bons? non, absolument. Et c'est ça le sujet. C'est qu'ils nous ont garanti, ils nous ont dit qu'ils feraient un usage exclusif des outils et des moyens que l'État met à leur disposition dans le seul dessein d'améliorer les conditions de vie des populations. Je donne un seul exemple et je termine dessus avant d'avoir votre opinion aussi. Le seul exemple, c'est la question de l'immigration clandestine, de l'émigration clandestine. Il y a, depuis qu'ils sont arrivés, des cohortes entières de jeunes qui disparaissent. Ce n'est que lors du dernier Conseil des ministres hier qu'ils en ont parlé pour la première fois. Or, de mon point de vue, ils devaient, un, faire le deuil national pour ça et décréter l'émigration clandestine cause d'urgence nationale. Pour ça, ce n'est pas fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, mon cher Maurice, effectivement, on est dans cette actualité dramatique là également. Simplement, effectivement, parce qu'il y a eu déjà ce chavirement de pirogues dont le total des morts à ce jour d'aujourd'hui se porte à 36 noyés.
avec 150 personnes présumées à bord Oui, qu'on n'a pas encore retrouvées, avec des dépouilles mortelles qui sont exposées sur la plage à Moore aujourd'hui aux yeux du public, ce qui est oui, quand même passablement, en tout cas, voilà, je ne dirais pas préoccupant. scandaleux, mais en tout cas, ça donne un peu de la chair de poule que Oui, des enfants, des femmes puissent voir ces dépouilles mortelles-là aujourd'hui à Bourg. On a eu cet accident mortel qui ne concernait pas la mer, mais plutôt la route, avec 16 morts à Ndangalma. Effectivement, je pense que le minimum, c'est quand même que les autorités étatiques au plus haut niveau montrent leur compassion, en plus de déplorer peut-être des causes sur lesquelles ce n'est pas le sujet de revenir aujourd'hui de cette émigration clandestine. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je lutte à mon petit niveau pour que nous ne soyons pas anesthésiés dans la compassion que nous devions avoir pour les victimes de ce que j'appelle un phénomène migratoire pyrogatoire, eh bien, qui dure maintenant depuis plusieurs lustres, depuis trois régimes, celui de Wade, de Maki et de Diomaye. Et donc, je pense que c'est un sujet complexe. Je peux vous dire, en tout cas, que je prépare depuis hier une tribune qui devrait être diffusée sur le média international panafricain qui me diffuse régulièrement pour parler de cette question-là et aller en profondeur sur ce que je pense devraient être les mesures, les réponses qui ne pourront se faire que dans la co-construction entre, me semble-t-il, les pouvoirs publics et les populations, chacune de ces entités-là ayant une part de responsabilité. Mais au premier chef, c'est, me semble-t-il, les pouvoirs publics, politiques auxquels sont confiés et confiés la gestion de nos destinées collectives qui aura toujours la responsabilité principale. Mais ces condoléances du président de la République intervenu en Conseil des ministres hier mardi est le minimum qu'il pouvait faire depuis son élection en mars 2024 que des drames de la mer et de la migration, de l'émigration irrégulière sont survenus au Sénégal. Espérons que c'est un premier pas vers une prise à bras le corps de cette question-là, sachant pour moi que, quel que soit euh, euh, les attentes, les promesses, les encouragements des pouvoirs politiques sénégalais à dire à la jeunesse et aux moins jeunes qu'ils peuvent se réaliser ici au Sénégal, je pense pour ma part, et je le dirai, je l'écrirai très prochainement, que la liberté de circulation, la mobilité internationale sont des droits humains dont les subsahariens que nous sommes ne devraient pas être privés. C'est ce que je peux vous dire sur cette question-là. Maintenant, on parlait des il nous reste huit législatives. minutes, cher Ousseynou. Je veux Alors, juste me faire le gardien du temps. vous et moi, oui, 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 Maurice, Je disais, il nous oui, reste huit Maurice, minutes, 8 minutes, il nous et je reste me fais le combien de gardien. temps dans Huit cette minutes, huit émission minutes, d'aujourd'hui? Il nous reste, dites-vous, 8 minutes. 8 minutes. Oui. 8 minutes. Alors, si nous n'avons que 8 minutes, je vous lance sur trois sujets qui me tiennent à cœur. La première chose, c'est que vous et moi avons dégoté qu'avec la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a une incohérence de position entre la Constitution et le Code électoral. Parce que la Constitution dit qu'après la dissolution, les législatives doivent être organisées dans un délai minimal de 60 jours et dans un délai maximal de 90 jours, ce qui nous amènerait à décembre 2024. C'est ça. Mais dans le même temps, le code électoral dispose que les listes en compétition ont 150 jours, c'est-à-dire 5 mois, pour recueillir des parrainages.
ce absolument. qui nous amènerait à, Ouvrier. au plus tôt, une élection pouvant, entre la fin de la collecte des candidatures, plutôt des signatures, donc des parrainages par les listes, 5 mois, la validation de ces parrainages-là par le Conseil constitutionnel, etc., etc., qui nous amène à quelque chose comme 6 mois, c'est-à-dire mars 2025. Est-ce que les investisseurs, est-ce que les acteurs économiques peuvent se payer le luxe de patienter dans leurs actions d'agents économiques, dans leurs investissements, avec encore une campagne électorale de 6 mois au Sénégal? Je vous pose la question. Je pose également la question de savoir quand sera-t-il des alliances dans le camp de l'actuel pouvoir qui n'a pas la majorité législative, Yehui Askanui et donc Pastef, qui avait quelque chose comme 25 alliés lors des législatives de juin 2022, qui a quelque chose comme 100 alliés dans la coalition Diomaye Président de mars 2024. Comment ça se passera? Parce que je pense notamment qu'au vu des nominations à des postes administratifs et de direction générale, etc., il y a des frustrations. Que pensez-vous que seront ces alliances-là? Et également dans Benno Bokeyakar, dont quelque part le chef actuel de l'APR, qui reste Macky Sall, a dit qu'ils arrivaient quelque part à la fin de leur compagnonnage, ou en tout cas que celui-ci devrait être revisité. Que pensez-vous des alliances potentielles, notamment avec la prise de responsabilité, entre guillemets, de Amadouba, ancien Premier ministre et candidat donc de Benno Bokeyakar en 2024, qui aujourd'hui crée un mouvement politique qui s'appellera Nouvelle Responsabilité, un mouvement politique qui a vocation à devenir un parti politique, qu'il a créé donc ce 9 septembre, en essayant de se présenter comme un homme neuf. Où pensez-vous qu'il aura de l'oxygène entre d'un côté Pastef Yehui Askanui et de l'autre côté Benno Bokeyakar APR? Et peut-être dernière question, où se situe le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade et de Karim Wade, sachant qu'on nous a dit que Karim Wade serait aujourd'hui plutôt investi en tant que conseiller spécial du président euh, congolais, au lieu de venir ce qu'il devrait faire depuis 10 ans, qu'il hypothèque l'avenir du PDS, il devrait venir, me semble-t-il, au Sénégal, faire de la politique. Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais je vous laisse 5 minutes pour y répondre, pour en entretenir notre tractonote et que nous puissions clore cette émission tout à trac, date du mercredi 11 septembre 2024. Maurice, c'est à vous. Merci beaucoup. Il nous reste environ 3 minutes. Je vais essayer de répondre en 2 minutes pour vous laisser 1 minute pour conclure et remercier nos internautes. Première chose, en fait, c'est la question des délais. Sur la question des délais, comment on concilie en fait l'exigence du code électoral 150 jours avec le temps qui nous reste, qui est disponible avant le vote du prochain budget et même avant même la fin de l'année. Comment on le règle? En fait, on s'entend. En démocratie, on fait des consensus. On fait des consensus en politique, on discute avec des acteurs politiques. Et si on en est d'accord, on élimine en fait toutes les étapes qui sont chronophages. On en réduit la durée, mais on le fait de façon consensuelle. Mon inquiétude, c'est ce Premier ministre n'est pas consensuel. Il est clivant, premièrement, et ils ne nous ont pas habitués à négocier. Ils vont essayer de passer au forceps. Quid donc de la menace de ne pas avoir de budget? Parce que, de mon point de vue, ils auraient dû laisser en place l'Assemblée nationale, négocier avec ceux en place, et ensuite, après le vote du budget, je rappelle que la loi de finances rectificative n'est pas encore passée aujourd'hui, et donc on se demande comment fonctionne aujourd'hui l'État PASTEF. Comment fonctionne-t-il? Et je me dis,
il n'est pas impossible que dans quelque temps, cette histoire de loi de finances rectificative non votée les rattrape. D'ailleurs, je dois dire que c'est l'absence de cette loi de finances rectificative qui a bloqué environ 400 milliards de dotations, de subventions que le FMI devait mettre à la disposition de l'État sénégalais. Et en juin, quand le Premier ministre s'est rendu au FMI, il n'a pas pu les avoir, justement à cause de cette anomalie budgétaire. Mais en terminant, et je termine dessus, il me reste environ 10 secondes, le vrai problème de l'État PASTEF, c'est qu'ils doivent apprendre qu'ils sont encore dans l'état de grâce, ils peuvent encore se permettre des choses, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est la rupture politique. Et les élections qui viennent vont être un véritable défi pour eux, parce qu'ils ne s'entendront pas. Ils vont vouloir mettre en avant les gens de PASTEF, les cadres de PASTEF, au lieu de mettre en avant la coalition Diomaye. La fragmentation du reste de l'opposition ou leur capacité à se réunir, de ça va dépendre la majorité présidentielle ou pas. Je pense, moi, pour ma part, que nous sommes à la fin de l'état de grâce pour eux et les gens commencent à se poser des questions, surtout les jeunes. Je vous redonne Maurice, la je parole. pense que nous n'avons plus de temps Je vous laisse la imparti. parole. Écoutez, Allez-y. merci en tout cas, Maurice. Merci à nos tractonautes qui regardent tout un tract. À la semaine prochaine. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que effectivement, il y a une attitude clivante